Alors bonjour à tous, bienvenue aux webconférences du Biocube Institute. Je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre web-série consacrée aux vecteurs viraux. Ces webconférences sont organisées dans le cadre du programme Biomédicaments en région Centre-Val de Loire, avec la participation de l'association Groupe INT, du LabEx MabImprove, de la Fondation MOPA et de l'Université de Tours. Alors concernant le déroulé de cette conférence, il y aura 45 minutes de présentation, suivi d'un temps d'échange. Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions à la fin de la présentation, directement par visio ou via le chat. Je pourrai ainsi relayer vos questions. Je vous informe également que cette conférence est enregistrée. Merci donc de bien vouloir couper votre caméra pour celles et ceux qui ne souhaitent pas être filmés. Et merci également de couper vos micros lors de la présentation. Et pour information, un replay sera disponible sur la chaîne YouTube et le site internet du Biocube Institute à la fin de ces différentes conférences. Donc pour ce deuxième épisode, nous retrouvons le docteur Nicolas Ferry. Nicolas, vous êtes médecin et docteur de l'Université de Paris, spécialisé dans le domaine de la thérapie génique. Vous avez travaillé à l'INSERM pendant plus de 25 ans en tant que scientifique sur la biothérapie des maladies hépatiques. Vous avez ensuite été directeur du département des vaccins, produits sanguins et thérapies innovantes à la NSM et également membre du comité des thérapies innovantes de l'Agence européenne du médicament. Vous avez par la suite occupé le poste de directeur scientifique du département de thérapie cellulaire et génique des laboratoires Servier et vous êtes aujourd'hui directeur du développement chez Cove Therapeutics, une biotech qui est spécialisée dans la thérapie génique pour les maladies rares. Donc Nicolas, vous nous avez présenté la semaine dernière un portrait assez général des procédés de fabrication et d'industrialisation de ces vecteurs. Place aujourd'hui aux aspects réglementaires associés justement à leur utilisation. Nicolas, je vous laisse ainsi la parole. Eh bien, merci Charlie pour cette introduction. Et donc, oui, aujourd'hui, pour cette deuxième conférence, on va aborder les aspects réglementaires des virus recombinants, ce qui n'est évidemment pas la partie, on va dire, la plus amusante, mais je dirais c'est une partie indispensable, en particulier pour ceux d'entre vous qui voudront développer des médicaments de thérapie innovante, puisque par définition, la réglementation s'appliquera au développement de ces produits. Donc, je n'ai pas la prétention de vous passer en revue toute la réglementation des médicaments de thérapie innovante, ça serait évidemment beaucoup trop long. En revanche, ce qu'on va faire, c'est je vais vous présenter un certain nombre de choses ou d'aspects de la réglementation à partir de laquelle ou à partir desquels on pourra ensuite discuter et rentrer plus en détail dans certains points si vous le souhaitez. Donc, on va commencer par un glossaire. Il faut quand même savoir ce dont on parle, surtout en termes de réglementation. Donc, on va distinguer un certain nombre de choses. On a des médicaments de thérapie génique, et on va voir que c'est important de bien préciser ce qu'est un médicament de thérapie génique. On peut aussi parler de vecteurs viraux recombinants, de vaccins. On verra aussi que les vaccins ne sont pas des médicaments de thérapie génique. Un point important, ce sera la définition de la matière première de départ, ou le starting material en anglais. Et puis, je reviendrai sur les organismes génétiquement modifiés, ou les OGM, puisque les vecteurs viraux recombinants sont des OGM. Donc là-dedans, chaque terme a son importance. Un médicament de thérapie génique peut être un vecteur viral recombinant, est aussi un organisme génétiquement modifié. Un vaccin peut être aussi un vecteur viral recombinant et sera aussi un OGM, mais un vaccin ne sera pas un médicament de thérapie génique. Donc il faut bien être clair sur les termes qu'on emploie, en particulier dans la compréhension de la réglementation. Alors très rapidement, aujourd'hui, on va aborder 4 parties. Les généralités de la réglementation, encore une fois en restant assez high level sur cette réglementation. Un petit mot sur la classification des produits. On reviendra ensuite sur les BPF et la pharmacopée européenne, enfin française et européenne, et puis le problème des OGM. Alors la réglementation européenne, de façon très générale, il faut comprendre un certain nombre de choses. La réglementation européenne s'applique en France. La France est un État membre de la communauté européenne.
Les règlements européens sont d'application immédiate, c'est-à-dire que quand un règlement européen est édicté par la Commission européenne, il s'applique immédiatement, enfin avec un délai d'application dans tous les États membres, mais on n'a pas besoin de transposer un règlement dans la législation nationale. En revanche, les directives européennes, qui là aussi sont émises par la Commission européenne, doivent être transposées dans le droit national des États membres. Ce qui veut dire qu'il y a un délai de transposition et parfois certains États membres tardent beaucoup à transposer des directives. Mais ça, c'est une différence importante entre les règlements et les directives. Il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, certains sujets sont toujours en discussion. Les OGM, il n'y a pas d'harmonisation on va dire de la politique des OGM en Europe. Alors évidemment, ça vaut pour les plantes transgéniques, mais ça vaut aussi pour les autres organismes génétiquement modifiés, comme les virus recombinants. Et de la même façon, pour les cellules souches embryonnaires humaines, il y a des exemptions nationales possibles et il n'y a pas d'harmonisation aujourd'hui sur ce sujet. Il faut savoir en France que c'est donc le Code de la santé publique qui s'applique pour les médicaments. La NSM, vous le savez, c'est l'agence française qui est en charge de l'évaluation et du contrôle des médicaments. Et pour les produits biologiques, mais plus encore pour les médicaments de thérapie génique, la mise sur le marché des produits passe par une autorisation centralisée, une autorisation de mise sur le marché centralisée. Je ne reviendrai pas dans les détails, mais il y a plusieurs façons de pouvoir aller sur le marché européen. Mais en ce qui concerne les produits biologiques et donc les médicaments de thérapie génique et les vaccins, enfin, certains vaccins, la mise sur le marché est forcément européenne. Et il faut savoir aussi que les essais cliniques sont encore aujourd'hui gérés au niveau national, malgré le fait qu'il y ait un nouveau règlement qui devait être appliqué en 2016, mais là, pour le coup, pour des raisons techniques, il n'est toujours pas en application. Et donc, un essai clinique de thérapie génique ou de vaccin est géré au niveau national. Alors, la réglementation européenne, il y a 3 textes fondamentaux qui nous intéressent. Le premier, c'est la directive médicaments, c'est la directive 2001/83. C'est le code communautaire sur les médicaments à usage humain. Donc, dans cette directive, vous trouverez tout ce qui est important à savoir sur le développement et la mise sur le marché des médicaments. Le deuxième texte, c'est le règlement 1394/2007, qui est donc un règlement différent d'une directive. Ce règlement a modifié la directive 2001/83 pour créer une nouvelle catégorie de produits qui sont les ATMP, les Advanced Therapy Medicinal Products, qu'on appelle en français des MTI, des médicaments de thérapie innovante. Donc c'est une catégorie à part de produits et on verra quels sont ces produits. Et puis il y a eu des directives OGM, mais enfin la plus importante, c'est la directive 2001/18 sur l'utilisation en milieu ouvert d'organismes génétiquement modifiés. Alors, on a dit que les définitions étaient importantes. Donc, la définition du vaccin, vous la trouverez dans la directive 2001/83, donc dans le premier paragraphe, qui définit un certain nombre de médicaments, dont les Immunological Medicinal Products, les produits à usage immunologique. Et vous voyez que les vaccins font partie de ces produits et sont définis comme des agents qui sont utilisés pour induire une immunité active, avec quelques exemples qui sont le vaccin cholérique, le BCG, polio et variole. En revanche, les médicaments de thérapie génique sont définis par le règlement 1394/2007. Donc ce règlement, comme je vous l'ai dit, modifie la directive médicaments, modifie un certain nombre de règlements, institue le CAT, qui est donc le Committee for Advanced Therapies, donc le comité en charge de l'évaluation et de la classification de ces produits. Le règlement est important parce qu'il confirme donc le caractère innovant des thérapies cellulaires et géniques et donc l'obligation de passer par une procédure centralisée pour une autorisation de mise sur le marché. Il institue une définition juridique des produits de l'ingénierie tissulaire et des médicaments combinés de thérapie innovante. Alors, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais sachez quand même que c'est dans ce règlement-là. Et puis, surtout, et c'est ce qui est important, il y a la nécessité, donc en 2007, ça a été une position européenne, d'avoir un corpus réglementaire particulier, c'est-à-dire des bonnes pratiques de fabrication, des bonnes pratiques de laboratoire, des bonnes pratiques cliniques spécifiques des ATMP.
Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un médicament de thérapie génique? Donc, la définition du médicament de thérapie génique, vous la trouverez dans l'annexe 1 de la partie 4 de la directive 2001-83 telle qu'elle a été modifiée par le règlement 1394-2007. Donc, ce qui est important, c'est de tout lire et de bien regarder ce qui est souligné. Un médicament de thérapie génique, c'est un médicament biologique qui a les caractéristiques suivantes. Petit a, il contient une substance active qui contient ou constitue un acide nucléique recombinant. Donc, administré à des personnes en vue de réguler, réparer, remplacer, ajouter ou supprimer une séquence génétique. Et c'est pas ou, mais c'est et, son effet thérapeutique, prophylactique ou diagnostique dépend directement de la séquence d'acide nucléique qu'il contient ou du produit de l'expression génique de cette séquence. Alors, ça veut dire un certain nombre de choses. Petit 1, un médicament biologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous utilisez de l'ARN fabriqué chimiquement, l'ARN fabriqué chimiquement ne rentre pas dans la définition d'un médicament de thérapie génique, puisque ce n'est pas un médicament biologique. Deuxième point, il contient une substance active qui contient ou constitue un acide nucléique recombinant, c'est-à-dire qu'il faut avoir modifié l'acide nucléique pour que le médicament soit un médicament de thérapie génique. Et on revient à ce qu'on disait la dernière fois sur les virus recombinants. Un virus qui est modifié, mais simplement en délétant une partie du génome viral, mais qui n'a pas été modifié pour recombiner ce génome, n'est pas un médicament de thérapie génique, puisque par définition, l'acide nucléique n'est pas recombiné. Et le point petit b, comment dirais-je, le point petit b est important pour les cellules génétiquement modifiées, qui sont des médicaments de thérapie génique, puisqu'une cellule génétiquement modifiée, comme les CAR-T-cells par exemple, ou d'autres types de cellules, sont bien des substances actives qui contiennent un acide nucléique recombinant. Mais par exemple, vous voyez là que si vous mettez, et ça avait été le cas dans les classifications en Europe, si vous utilisez par exemple des cellules souches hématopoïétiques avec un gène suicide, donc ces cellules ont bien un acide nucléique recombinant, mais l'effet thérapeutique n'est pas lié au gène suicide. Donc vous voyez que dans ce cas-là, les cellules génétiquement modifiées avec un gène suicide qui permet de se débarrasser des cellules ou si elles prolifèrent trop ne sont pas considérées comme un médicament de thérapie génique, mais un médicament de thérapie cellulaire. Et enfin, le dernier point important, ce qui est en rouge en bas, c'est que les vaccins contre les maladies infectieuses sont exclus de cette définition et donc de ce règlement. C'est-à-dire qu'on a bien deux cadres réglementaires différents, un pour les médicaments de thérapie génique, un pour les vaccins. Et le cadre réglementaire ne dépend pas de la qualité, si j'ose dire, de la substance active, c'est-à-dire que dans les deux cas, ça peut être un virus recombinant, mais ça dépend d'arguments réglementaires. Alors, dans ce règlement 2007, enfin 1394-2007, il y a un certain nombre de précisions, c'est-à-dire que quand on ne sait pas si c'est un médicament de thérapie cellulaire somatique ou produit issu de l'ingénierie tissulaire ou un médicament de thérapie génique, on considère que ça doit être un médicament de thérapie génique. Alors, un petit mot sur la classification des produits, parce que c'est sûr qu'on peut avoir des difficultés à savoir exactement dans quelle catégorie se range le produit qu'on développe. Donc, la classification des MTI ou des ATMP est faite par le CAT, donc le Committee for Advanced Therapies. Cette procédure, en fait, est ouverte à tous. C'est une recommandation scientifique du CAT auprès de la Commission européenne. C'est non-binding, c'est-à-dire que c'est pas, comment dirais-je, vous n'êtes pas forcé de la suivre, mais a priori, il vaut mieux puisque la demande d'AMM repassera devant la Commission européenne. C'est une procédure courte en 60 jours et vous verrez qu'il y a à peu près 200 procédures de classement aujourd'hui qui ont été finalisées, dont la liste est accessible sur le site web de l'EMA. Alors, un petit mot. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'agence européenne, mais une très brève description de cette agence. Vous avez deux parties à l'EMA, enfin deux parties qui intéressent les médicaments. C'est d'une part tout ce qui concerne l'inspection, l'inspectorate, ou tout ce qui concerne l'inspection des installations industrielles, des établissements pharmaceutiques et autres, et puis les comités d'évaluation scientifique. Et parmi ces comités, donc il y en a un certain nombre
auxquels vous serez amené à vous confronter ou à discuter si vous développez un médicament. Le plus important, c'est le CHMP, qui est donc le comité pour les médicaments à usage humain, qui est responsable de l'avis scientifique donné à la commission sur la mise sur le marché des produits. Le CAT, donc, qui est un comité un peu équivalent, mais spécifiquement pour les médicaments de thérapie innovante, c'est-à-dire thérapie génique, thérapie cellulaire. Et puis, vous avez d'autres comités, le COMP, qui est celui des orphan drugs, des produits orphelins, le Herbal Medicinal Product pour différentes catégories de produits, le PETCO pour tout ce qui est pédiatrique, et puis le CVMP, qui est l'équivalent pour la médecine vétérinaire du CHMP, en sachant que la médecine vétérinaire au niveau européen est aussi gérée par l'EMA. Donc voilà, c'est très bref. Mais si on revient à la classification, il y a une grande variété de produits qui peuvent être des médicaments de thérapie génique, des plasmides à la cellule. On a aussi un plasmide recombinant utilisé comme médicament et un médicament de thérapie génique. Et comme je vous l'ai dit, les CAR-T-cells sont considérés comme des médicaments de thérapie génique. Alors certains produits peuvent être borderline. C'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué de savoir si on a affaire à un médicament de thérapie génique ou pas. Et puis, les progrès de la science bousculent tout ça, parce que quand on arrive au gene editing ou à des choses comme ça, un médicament qui contiendrait une protéine CRISPR-Cas9, par exemple, mais uniquement la protéine, ne serait pas un médicament de thérapie génique, puisqu'il n'y a pas d'acide nucléique recombinant dans ce produit. Donc, vous voyez, parfois, on peut être borderline pour la classification. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et pour vous donner un exemple, si vous prenez un antivirus qui code des épitopes du HIV, donc c'était une classification qui avait été faite en 2011, donc c'était l'antivirus recombinant, bien sûr, qui codait un certain nombre d'épitopes du HIV pour traiter les infections chroniques à HIV. Ces médicaments, qui étaient donc des virus recombinants, étaient utilisés pour traiter une maladie infectieuse, puisque le sida, l'infection par HIV est considérée comme une maladie infectieuse. Donc la réponse du CAT a été de dire qu'il ne s'agissait pas d'un médicament de thérapie innovante ou d'un produit de thérapie génique, pour la bonne raison que les produits de thérapie génique n'incluent pas les vaccins contre les maladies infectieuses. Donc vous voyez que c'est vraiment, comment dirais-je, l'indication qui va faire la classification du produit. On a eu aussi, quand j'étais au CAT, des adénovirus recombinants destinés à traiter l'infection par l'hépatite B. Et la question a été, aux demandeurs, est-ce que vous voulez traiter l'infection par l'hépatite B ou le cancer du foie? Si c'était le cancer du foie, c'était un médicament de thérapie génique. Si c'était le traitement de l'infection chronique par l'hépatite B, c'était un vaccin. Donc vous voyez que la réglementation, la difficulté de l'interprétation de la réglementation commence aussi au niveau de la classification. Alors, les BPF et la pharmacopée. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est bonne pratique de fabrication, toutes les bonnes pratiques. Vous avez ici un petit schéma qui vous met à peu près tout ce que vous devrez faire avec toutes ces bonnes pratiques. Vous savez qu'il y a les bonnes pratiques de fabrication, bonnes pratiques cliniques et les bonnes pratiques de laboratoire. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les bonnes pratiques de fabrication, puisqu'on est dans, j'allais dire, la fabrication industrielle de virus recombinants. Donc on a des BPF pour les MTI spécifiques qui ont été publiés en 2017. Vous voyez que par rapport au règlement de 2007, il a fallu 10 ans pour sortir ces bonnes pratiques de fabrication. Et je vous ferai un petit point sur l'approche par le risque qui fait partie de ces BPF. Vous aurez aussi, dans le cadre de la pharmacopée européenne, que vous connaissez, un certain nombre de chapitres généraux qui vont s'appliquer. Alors, un qui est le 5.2.12 sur les matières premières d'origine biologique et le chapitre général 5.14 sur les médicaments de transfert génétique pour usage humain. Et puis, pour les matières premières de départ, ce n'est pas tellement le cas chez nous aujourd'hui, mais quand vous faites des médicaments de thérapie génique d'origine cellulaire, vous devez aussi appliquer pour le prélèvement des cellules les directives tissu-cellule ou sang qui s'appliquent à l'étape de prélèvement des cellules. Alors, il ne faut pas oublier qu'en dehors de tous ces textes réglementaires, vous avez quand même de nombreuses guidelines. Je ne vous ai pas mis toute la liste
que vous pouvez trouver, mais certaines sont importantes. C'est celle sur la qualité, la non clinique et la clinique pour les médicaments de thérapie génique, donc qui a été révisée en 2014. Et puis, vous avez une guideline sur l'approche par le risque, qui est différente, on y reviendra, de cette approche par le risque incluse dans les bonnes pratiques de fabrication, mais qui est une guideline sur l'approche par le risque pour l'évaluation des dossiers dans le cadre des essais cliniques ou dans le cadre des demandes de mise sur le marché des médicaments. Et ce qu'on va voir, c'est que la fabrication de vecteurs viraux se rapproche de celle des vaccins, c'est-à-dire qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin depuis, les vecteurs viraux peuvent être des vaccins ou peuvent être des médicaments de thérapie génique, donc forcément, quelque part, il n'est pas illogique que les réglementations convergent. Bon, un petit mot, ça c'est juste pour faire attention à la définition de produit GMP. Et puis, pour ceux qui s'y intéressent, l'importance des audits et de l'approche par le risque dans le développement clinique d'un médicament. Alors, les nouvelles BPF ou GMP for ATMPs donc, ont été publiées en novembre 2017. Donc, vous avez toutes les BPF qui concernent tous les aspects que vous connaissez des BPF sur le personnel, la structure, les contrôles qualité, enfin bref, tout ce que vous voulez. Ce que je voulais juste, moi, c'était faire un petit point spécifique sur la risk-based approach, qui est quand même particulière. C'est-à-dire que c'est les seuls BPF que vous aurez où les autorités réglementaires considèrent, comme c'est écrit ici, que forcément les ATMP sont à la pointe de l'innovation. Et les mots et les points importants, je vous les ai soulignés en bleu foncé, c'est que ces bonnes pratiques de fabrication reconnaissent un certain niveau de flexibilité. C'est important parce que pour ceux d'entre vous qui ont déjà été inspectés, c'est rare d'avoir des inspecteurs qui sont adeptes de la flexibilité, mais dans le cas des ATMP, c'est possible. Et je veux dire, les agences réglementaires comprennent que le fabricant d'ATMP peut lui-même avoir des mesures spécifiques qui correspondent aux risques spécifiques du produit. C'est-à-dire que dans les produits très compliqués, comme les médicaments de thérapie génique, par définition, une réglementation ne peut pas s'appliquer à tout, ou tous les cas de figure ne sont pas forcément envisagés, donc ça laisse de la flexibilité aux fabricants pour dire, voilà, moi je mets l'accent sur tel ou tel contrôle qualité qui me paraissent importants, puisque mon médicament, le risque spécifique de mon médicament, c'est celui-là. Un exemple, c'est si vous avez des virus recombinants. Vous pouvez dire que si vous avez des virus non intégratifs, le risque lié à la mutagénèse insertionnelle va être différent de virus recombinants intégratifs pour lesquels vous allez mettre plus d'accent, plus d'efforts pour rechercher des sites d'intégration. Donc vous voyez, par rapport aux médicaments que vous voulez développer, ces BPF, cette bonne pratique de fabrication, vous laisse quand même de la flexibilité. Alors, dans les textes que vous aurez appliqués, vous avez ceux de la pharmacopée européenne, en sachant que les textes de la pharmacopée européenne, comme je l'ai dit ici, ils sont publiés à titre d'information. Ils définissent des exigences applicables à la production et au contrôle, mais c'est vraiment pour information, contrairement aux monographies. Les monographies, vous devez les appliquer, mais les chapitres généraux, c'est plus de l'information. Ceci étant, vous avez intérêt quand même à bien les lire et bien les connaître, en particulier dans le chapitre général 5.14. Alors, je vous ai mis un exemple, c'est-à-dire que le chapitre général 5.14 définit un certain nombre de médicaments de thérapie génique. Vous avez les plasmides, les rétrovirus recombinants, les AAV, les adénovirus recombinants. Donc, pour chacun, vous avez, alors ce n'est pas des monographies, mais un petit chapitre qui vous décrit tout ce qu'il faut ou tout ce qu'il est conseillé de faire pour développer ces produits. En particulier, vous verrez que pour les AAV, je vous ai mis un exemple, ça définit ce que c'est qu'un AAV et ça définit la plupart des contrôles qui sont fortement suggérés pour avoir un produit qui puisse être utilisé en essai clinique ou aller sur le marché.
Je vous ai dit que les vaccins se rapprochaient des ATMP, surtout quand il s'agit de virus recombinants. Et ça, on peut le voir à travers un autre texte, qui est donc une guideline sur la qualité, la non clinique et les aspects cliniques des vaccins vivants basés sur des virus recombinants. Et vous verrez que dans ce texte, sous le chapitre 5 sur les aspects qualité, dans les considérations générales, on vous dit bien qu'il faut suivre donc la pharmacopée européenne, le chapitre général de la pharmacopée européenne sur les vaccins à usage humain, mais que aussi, bien que ces vaccins ne soient pas des médicaments de thérapie génique, définis par la réglementation 1394-2007, les, lorsque vous développez un vaccin qui correspond à un des chapitres, un des paragraphes du chapitre général 5.14, vous pouvez quand même utiliser ce chapitre général. En d'autres termes, si vous développez un AAV recombinant pour en faire un vaccin, et c'est le cas, je crois qu'aujourd'hui, en ce moment, en France, il y a des gens qui développent des AAV recombinants pour vacciner contre le Covid, bah, vous aurez quand même intérêt à suivre à la fois le chapitre général sur les vaccins, mais aussi le chapitre général 5.14 sur les médicaments de transfert de gènes. N'oubliez pas aussi, enfin, si ça vous intéresse, que vous avez un texte pour les vaccins à ADN, qui est le concept paper sur la guidance des vaccins ADN. Et vous verrez que là aussi, dans ce texte, malgré qu'il s'agisse de vaccins, on retrouve beaucoup de choses qui s'appliquent aussi bien à la limite aux vaccins qu'aux médicaments de thérapie génique. Alors, un petit mot, on en a parlé brièvement la dernière fois, mais sur les points critiques concernant le manufacturing des vecteurs viraux. Le manufacturing des vecteurs viraux est basé sur un certain nombre de systèmes de banques cellulaires. Vous avez les banques cellulaires, alors les master cell bank et les working cell bank pour les plasmides. Généralement, puisque vous faites de l'ADN recombinant, aujourd'hui, la plupart des ADN recombinants sont faits à la base de plasmides, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc, vous aurez des systèmes de banques pour les plasmides. Des banques de master cell bank et working cell bank. Alors, dans le cas où vous avez des baculovirus, on ne l'a pas vu la dernière fois, mais vous pouvez, par exemple, pour fabriquer des AAV recombinants, passer par des baculovirus qui sont des virus d'insectes, ou bien des master cell bank et des working cell bank pour les cellules productrices de vecteurs. Celles qu'on a vues la dernière fois, c'était essentiellement les HEK 293, mais les autres cellules qui permettent le manufacturing de virus recombinants sont aussi nécessairement des systèmes avec des banques, des master cell bank et des working cell bank. Alors, une question qui est souvent débattue, c'est de savoir si tous ces systèmes de banque doivent être JMP ou pas, ou BPF. C'est une question qui a été longuement débattue. Pour les essais cliniques, on va dire qu'il y aurait une certaine flexibilité de savoir si dès les phases 1 des essais cliniques, on doit avoir des systèmes de banque JMP, BPF, y compris pour les plasmides. La tendance quand même aujourd'hui, c'est avoir des plasmides BPF dès le début du développement, sachant que ça coûte cher. Donc effectivement, on peut toujours avoir un problème de coût. Si vous regardez la réglementation, les nouvelles BPF pour ATMP, alors je vous ai mis la version anglaise et la version française, vous verrez que en ce qui concerne les plasmides, il est clairement dit, on va prendre la version française, dans le cas de l'utilisation de vecteurs ou plasmides nus comme matière première de départ dans la fabrication de médicaments de thérapie génique, donc c'est le cas par exemple si vous fabriquez des virus recombinants, les principes des BPF s'appliquent dès le système de banque utilisé pour la fabrication du vecteur ou dès les plasmides utilisés pour le transfert des gènes. Donc, vous lisez ça comme vous voulez. Certains disent, ben oui, ça veut dire qu'il faut que les plasmides, dès le départ, soient BPF. D'autres disent non, parce que les plasmides utilisés pour le transfert de gènes ne sont pas forcément ceux qui sont utilisés pour la fabrication, en tant que starting matériel pour la fabrication des virus recombinants. Donc, moi, je vous laisse sur l'interprétation que vous souhaitez. Simplement, si vous regardez les exigences BPF, aujourd'hui, elles sont croissantes. Pour les vaccins, la chose est un peu différente, puisque
on n'est plus dans les bonnes pratiques spécifiques des ATMP, c'est le texte que je vous ai montré sur la diapositive précédente, mais on est dans l'annexe 2 des BPF, l'annexe 2 des BPF pour les produits biologiques et pour les fabrications des substances actives et des médicaments biologiques à usage humain. Donc vous voyez là, je vous ai repris un petit extrait de ce texte, les exigences BPF croissantes, c'est la grosse flèche du bas, vont de la gauche vers la droite en croissant. Si vous regardez ce qui est grisé, en théorie, ce qui est grisé doit être BPF. Vous voyez que la création, l'entretien des banques de cellules mères et des banques de cellules de travail doivent être BPF. Simplement là-dedans, si vous regardez les plasmides, vous ne retrouvez pas les banques de plasmides. Ce qui veut dire que si on considère cette réglementation, on pourrait dire que les banques de cellules destinées à la fabrication des virus recombinants qui sont les vaccins doivent être BPF. En revanche, pour ce qui est des plasmides, on peut rester dans la case blanche précédente et dire que des plasmides haute qualité pourraient suffire pour la fabrication de ces vaccins. Encore une fois, les exigences augmentent, donc mon conseil, ça serait si vous voulez développer des vaccins à base de virus recombinants, c'est quand même de partir de banques plasmidiques BPF. Ça sera plus simple pour la suite de votre développement, en particulier si vous allez jusqu'à la commercialisation. Alors, un certain nombre d'autres, comment dirais-je, questions critiques pour la fabrication des vecteurs viraux. Vous aurez à faire tous les contrôles habituels sur l'identité, donc la séquence, le pattern de restriction. N'oubliez pas tout ce qui est sécurité virale, puisque là aussi, quand vous travaillez avec des cellules d'origine humaine ou des banques cellulaires et que vous récoltez des surnageants de cellules, vous aurez appliqué la monographie pour le coup sur les virus adventistes, pardon. L'ADN résiduel, les protéines cellulaires résiduelles, les impuretés, et puis le titre infectieux et les capsides vides. Tout ça, on vous demandera de le caractériser. Ce qui est souvent difficile et ce qui peut poser problème dans le développement des virus recombinants, c'est le potency assay. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous demander un potency assay, c'est-à-dire un essai biologique qui soit corrélé à l'activité clinique. C'est pas toujours simple. Quand c'est, on va dire, une activité enzymatique, ça peut être plus simple. Mais aujourd'hui, à la fois pour la thérapie génique, pour les vaccins, c'est un peu différent, mais le problème peut survenir aussi. Il est parfois difficile, quand on a une activité enzymatique qu'on ne peut pas doser, d'avoir un essai de potency qui soit convaincant pour les autorités réglementaires. Mais là aussi, la dernière phrase de cette diapositive, les spécifications et les critères de libération pour les vecteurs viraux ont tendance à être quasiment aujourd'hui les mêmes qu'il s'agisse de vaccins ou de médicaments de thérapie génique. Alors un petit point sur la monographie 5.2.12 ou le chapitre 5.2.12 de la pharmacopée européenne. N'oubliez pas que vous êtes dans le cas de médicaments, qu'il s'agisse de vaccins ou de médicaments de thérapie génique, qui sont produits à partir de cellules. Et donc, vous avez un certain nombre d'exigences sur les cellules ou la façon de cultiver les cellules qui vont servir à la fabrication des vecteurs. Mais vous voyez là encore une fois qu'il s'agit de conseils ou de, comment dirais-je, de suggestions. Il appartient in fine à l'utilisateur d'une matière première de s'assurer qu'elle est de qualité appropriée pour l'usage qui en sera fait. Donc on revient toujours à la même chose, qui est que dans les médicaments innovants ou compliqués, les agences font quand même confiance aux fabricants pour savoir quel est le risque et comment ce risque est managé. Ce qui nous amène donc à cette fameuse guideline sur l'approche par le risque. Donc là aussi, c'est une guideline spécifique qui est liée, enfin, qui s'applique aux médicaments de thérapie innovante tels qu'ils sont décrits dans l'annexe 1 de la partie 4 de la directive 2001/83 et qui permet, alors là, non pas une flexibilité, mais c'est vraiment un texte qui vous permet de dialoguer de façon ouverte avec les agences. L'approche par le risque, c'est en fait, ce que vous connaissez puisque ça existe en dehors de ces médicaments, mais c'est déterminer
jusqu'à quel point les données de qualité, les données non cliniques et les données cliniques doivent être, comment dirais-je, quelle est la quantité de ces données qui est nécessaire pour arriver à une autorisation de mise sur le marché. Ce qui est défini dans cette approche par le risque, c'est donc le risque, c'est tout ce qui est effet défavorable qui pourrait survenir pendant l'utilisation clinique d'un MTI. Le facteur de risque, c'est une caractéristique qualitative ou quantitative qui contribue à un risque. Et puis, on vous demande de faire du risk profiling, c'est-à-dire d'avoir une approche méthodologique pour intégrer toutes les informations sur les risques, les facteurs de risque, pour avoir un profil spécifique de chaque ATMP. En d'autres termes, ce qu'on va vous demander, c'est quel est pour votre produit, spécifiquement pour votre produit, quelle est votre évaluation ou votre interprétation des risques, des facteurs de risque et de la prise en compte de ces risques. Alors, la guideline est en fait assez précise. Elle vous propose une méthode de risk profiling. Je vous laisse lire, enfin, vous verrez les différents steps qui sont assez classiques. Et surtout, elle vous donne des exemples. Et vous avez ici, je vous ai mis l'exemple toujours d'un AAV qui exprimerait l'enzyme fictionnase. Donc, vous voyez que ça, c'est l'humour des réglementaires qui vous parle de la fictionnase. Et ce que vous avez à faire pour définir le risque, les risques et les facteurs de risque liés à ces risques. Alors, cette approche par le risque, elle n'est pas obligatoire. Il faut bien comprendre que c'est une possibilité que vous avez qui permet de discuter avec les agences. Mais à mon sens, elle est importante parce que c'est vraiment la base de la discussion que vous pouvez avoir avec les agences pour montrer petit 1 que vous connaissez votre produit, ce qui est quand même important, pour montrer petit 2 que vous avez quand même envisagé les risques associés à votre produit, et qu'avec tout ça, vous venez voir l'agence pour dire, moi, je valide, par exemple, on en reparlera peut-être la prochaine fois, mais c'est surtout pour ce qui est très utilisé pour tout ce qui est le package préclinique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voulez valider des études de toxicité chez l'animal, cette approche par le risque est très importante parce que c'est là où les agences vont comprendre exactement quels sont les risques liés à votre produit et comment vous les interprétez. Alors, pour finir, oui, on a encore un peu de temps, le problème des OGM. Alors, le problème des OGM, c'est à la fois simple et compliqué. Vous avez deux directives qui guident l'utilisation d'OGM. Vous avez l'utilisation confinée, donc c'est la directive 2009-41. Dans l'utilisation confinée, c'est là où vous retrouvez tous les textes qui définissent les différentes classes d'OGM. C'est-à-dire que, comme vous le savez, enfin tout le monde sait ça maintenant, vous avez les OGM de classe 1 à classe 4 qui correspondent à des niveaux de confinement qui sont liés au risque. Donc en fait, la classification qui est faite par le Haut Conseil des biotechnologies, et j'y reviendrai, est basée sur cette directive 2009-41 qui dit quand vous utilisez des OGM en milieu confiné, donc là le but c'est vraiment pas de les disséminer dans la nature, en fonction du risque lié à la, comment dirais-je, à l'identité de votre OGM, vous allez devoir travailler dans des conditions de confinement plus ou moins importantes. Alors, classe 1, c'est là où on retrouve les classifications de laboratoire, L1, L2, L3, L4, ou les classifications d'animalerie, A1, A2, A3, ou les classifications qui avaient été faites de chambres de thérapie génique en TM1, TM2 et TM3. Vous avez une deuxième directive, qui est la directive 2018. Elle, c'est la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Donc cette directive impose de faire un Environmental Risk Assessment, c'est-à-dire que c'est à vous, si vous voulez disséminer des OGM dans l'environnement, de faire une analyse du risque environnemental. Alors, dans ce qui nous intéresse, nous, c'est pas tellement les plantes, mais c'est que si vous administrez des vecteurs, des virus recombinants à l'homme, c'est considéré comme une dissémination volontaire dans l'environnement. Chaque État membre doit désigner une autorité compétente pour
faire appliquer toutes ces directives. Alors, un petit point quand même dans la définition. Vous verrez que dans la directive 2001-18, organisme, c'est une biological entity capable of replication or of transferring genetic material. Et genetically modified organism, c'est à l'exception des humains, c'est-à-dire qu'un patient qui a reçu un virus recombinant n'est pas un OGM, ça c'est clairement spécifié dans cette directive, mais qui peut, enfin un organisme qui peut disséminer le gène dans l'environnement. Alors, ça a posé un certain nombre de questions, et on a, par exemple, en ce qui concerne les plasmides recombinants, à une époque, les plasmides recombinants étaient considérés comme des OGM, souvent en Europe, et en France, après discussion avec le HCB, je crois que c'est en 2015, on a décidé finalement que les plasmides n'étaient plus des organismes, puisque le plasmide isolé tout seul n'était pas capable de se répliquer. Mais vous voyez que là aussi, il n'y a pas d'harmonisation européenne, enfin, pas encore d'harmonisation européenne, puisque pendant longtemps, les Hollandais ont continué à considérer les plasmides recombinants comme des organismes, alors que d'autres ne le faisaient plus. En France, je vous l'ai dit, c'est donc le Haut Conseil des biotechnologies qui a publié un manuel pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Enfin, vous avez surtout une liste de bactéries, de virus. Mais c'est dans ce guide que vous allez retrouver toutes les règles de confinement et toute l'interprétation. Enfin, encore une fois, c'est l'interprétation puisque les directives sur l'environnement ont été transposées dans la réglementation française. Donc, c'est l'interprétation des directives telles qu'elles sont transposées dans la législation française que vous allez retrouver dans ce guide. En pratique, comment ça se passe? Il faut savoir que quand vous voulez faire un essai de thérapie génique, vous allez avoir affaire à 3 ministères, celui de la recherche, celui de l'environnement et celui de la santé. Alors, le HCB, le Haut Conseil des biotechnologies, a un comité scientifique et un comité économique, éthique et social, qui sont issus des anciennes commissions du génie biomoléculaire et la commission du génie génétique. Le CS dépend du ministère de la Recherche, le CES du ministère de l'Environnement, et l'ANSM dépend du ministère de la Santé. Alors, au départ, c'est à vous de demander au HCB la classification ou le classement de votre produit. Donc ça, c'est la première étape, la classification. Pour cette classification, c'est le comité scientifique qui va vous donner un avis de classement. Votre virus recombinant sera classe 1, classe 2, classe 3. Classe 4, c'est rare parce qu'on imagine bien que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, mais c'est vraiment le comité scientifique qui est chargé de ce classement. Ça s'applique, le classement s'applique donc pour la recherche et la production, et vous avez un niveau de classement qui est requis. C'est-à-dire que si vous êtes en classe 2, vous serez obligé de travailler dans les conditions de confinement d'un classe 2, etc. Et vous aurez un certificat qui sera délivré à l'issue de cette procédure. Ensuite, deuxième étape, si vous voulez utiliser votre virus recombinant pour aller chez l'homme, vous allez faire une demande d'essai clinique, aujourd'hui à l'ANSM, puisque c'est une procédure qui est encore nationale. À ce moment-là, l'ANSM, une fois qu'elle aura votre dossier, va le renvoyer au HCB. Cette fois-ci, le dossier sera évalué par le comité scientifique, mais aussi le comité économique, éthique et social. Et dans ce cas, le HCB dans son ensemble, donc l'ensemble des deux comités, va évaluer le dossier dans un délai de 35 jours. La décision finale est normalement publiée par l'ANSM sur son site pendant 30 jours. Et au terme de ces 30 jours, l'essai clinique peut être autorisé. C'est la théorie. En pratique, ce n'est pas toujours aussi simple, puisque, comme vous le savez, il y a eu une période où le HCB n'existait plus, puisque le décret de constitution de HCB n'était pas sorti. Enfin bref, ça a entraîné des retards dans les essais de thérapie génique. On va dire qu'aujourd'hui, il y a un peu d'amélioration. La procédure a quand même tendance à se simplifier, puisque ce qui avait été mis en place le 18 juin 2015, c'était qu'avec le premier classement, quand le HCB donnait un avis sur la nécessité d'évaluer la dissémination lors de la deuxième étape, et par exemple quand il s'agissait de plasmides recombinants ou d'AAV recombinants utilisés dans le cerveau ou dans des endroits où il y avait peu de dissémination,
le conseil scientifique du HCB donnait l'avis de classement et en même temps ajouter qu'il n'était pas nécessaire à l'ANSM de refaire une procédure pour la dissémination. Donc ça a quand même simplifié pour un certain nombre de médicaments de thérapie. Et aujourd'hui, au niveau européen, il y a un formulaire qui a été mis en place qui commence à être utilisé pour les AV. Alors, au niveau européen, encore une fois, ce n'est pas toute l'Europe, mais il y a un certain nombre d'États membres, dont la France, qui ont adhéré à ce formulaire commun. Et par exemple, pour les essais d'AAV, le formulaire commun peut être utilisé pour toutes les agences qui ont adhéré à ce formulaire commun. Pour l'AMM, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'AMM européenne vaut autorisation de dissémination. C'est-à-dire que dans le dossier d'AMM pour un virus recombinant, vous aurez à faire une ERA, une Environmental Risk Assessment, et lorsque l'AMM sera délivrée, l'AMM vaut autorisation de dissémination. Ce qui ne veut pas dire que votre produit pourra être utilisé, j'allais dire, n'importe comment, puisque dans certains États membres, la réglementation OGM va faire que, puisque la réglementation OGM est nationale, certains États membres vont vous dire que, par exemple, ils ne veulent pas, il faut appliquer des réglementations particulières pour tel ou tel virus recombinant. Là encore, ce n'est pas parce que la Commission européenne autorise la dissémination que les États membres ne peuvent pas avoir des règles particulières. C'est exactement ce qu'on voit aussi pour les plantes transgéniques. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a sur le marché des virus conditionnellement réplicatifs, mais vous verrez que vous avez en France, par exemple, pour ces produits, des pharmacies à usage intérieur des hôpitaux qui ne sont pas très partantes pour stocker et utiliser ces produits, malgré le fait qu'ils aient une AMM européenne. Donc vous voyez que là aussi, le problème des OGM reste un problème parfois important pour les virus recombinants. Et en France, les centres utilisateurs des produits, même s'ils ont une AMM, devraient être autorisés par le HCB. Voilà. Alors pour aujourd'hui, encore une fois, c'était vraiment une revue de haute altitude de la réglementation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Petit 1, le développement d'un virus recombinant, ça se rapproche quand même de celui d'un médicament pharmabiologique, qu'il s'agisse de vaccins ou de médicaments de thérapie génique. En d'autres termes, un virus recombinant est un produit issu de la culture de cellules eucaryotes, donc il y a un certain corpus réglementaire qui s'applique à tout ça. Deuxième point, il faut prendre en compte les directives, règlements et les guidelines existants et spécifiques à chaque produit. Encore une fois, si vous développez un virus recombinant pour faire de la thérapie génique, ça ne sera pas tout à fait les mêmes directives, règlements et guidelines que pour un vaccin. C'est ce que je vous mets là, c'est du fait de la complexité de ces produits, il y a des dispositions particulières qui existent dans la réglementation des MT, avec une certaine flexibilité. Encore une fois, c'est rare d'avoir une flexibilité dans les bonnes pratiques de fabrication. Globalement, quand même, la fabrication de virus recombinants, qu'il s'agisse de vaccins ou de médicaments de thérapie génique, comment dirais-je, la façon de les produire et les contrôles qualité se rejoignent. Il existe toujours des règlements spécifiques pour les OGM, donc soyez quand même conscient que vous pouvez avoir des problèmes en dehors des problèmes sociétaux qui sont liés aux OGM. Et surtout, on y reviendra peut-être la prochaine fois, mais pour tout ce qui est fabrication, si vous avez des questions spécifiques, n'oubliez pas que les agences réglementaires sont là pour des procédures d'avis scientifique ou des discussions, avec la volonté quand même de la part des agences de ne pas freiner le développement de ces produits, surtout quand ils sont efficaces. Donc moi, je m'arrête là. Comme vous le comprenez, la réglementation, c'est simple. Et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci Nicolas pour votre présentation. Donc je vous propose qu'on passe maintenant aux questions. Donc vous pouvez intervenir via le visio ou via le chat. Je peux relayer vos questions si vous souhaitez ne pas apparaître à l'écran.
Il n'y a plus personne. Alors moi, j'avais une petite question. Je me demandais s'il y avait des spécificités, notamment pour la réalisation des essais cliniques. Est-ce qu'on a des guidelines particulières pour ce type de thérapie? Alors, oui, oui et non. Enfin, dans la réglementation des essais cliniques, il y a plusieurs choses. Vous avez des guidelines spécifiques de maladies. C'est-à-dire, par exemple, si vous, l'hémophilie, par exemple, vous avez des guidelines pour les essais cliniques en hémophilie. Donc, ces guidelines vont être applicables en général, même s'il s'agit de virus recombinants, de médicaments de thérapie innovante. Vous avez des guidelines sur les vaccins. Donc, celles-là aussi vont être applicables aux vaccins. En revanche, vous avez aussi des guidelines spécifiques des médicaments de thérapie innovante, c'est-à-dire qui couvrent à la fois la fabrication, l'évaluation BPL et la clinique. Donc là-dedans aussi, vous allez trouver des informations. Et puis, vous avez des guidelines sur les first in human, l'utilisation des médicaments en première administration à l'homme, donc qui ont été renforcés à la suite de l'accident de Rennes il y a 5 ou 6 ans. Donc, avec l'ensemble de tout ça, si j'ose dire, les guidelines spécifiques de la pathologie, les guidelines spécifiques du produit et les guidelines spécifiques, on va dire, des premières administrations, là aussi, voilà, vous pouvez, je dirais pas jouer avec ça, mais il Oui, faut rappeler. connaître un peu tout pour savoir exactement où vous, comment dire, quel va être le développement de votre produit qui va être Oui. le plus adapté. D'accord, merci. D'autres questions? Bonjour, Souad Ilmi Sanofi. J'ai une question en fait concernant les études de tox. En général, elles ne sont pas très couvertes par les GMPs, enfin les bonnes pratiques de fabrication. Que pensez-vous? Il y a très peu de guidelines concernant. On a une flexibilité apparente, mais pas tant que ça finalement concernant la gène thérapie pour le produit. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est une bonne question. En fait, aujourd'hui, moi, j'avais plutôt pensé garder l'utilisation du virus pour le prochain séminaire. C'est-à-dire que là, moi, je me suis concentré sur les BPF, c'est-à-dire la fabrication. En ce qui concerne les études de tox, la réglementation impose, normalement, vous faites les études de tox avec un produit GMP. C'est-à-dire que si une étude de tox réglementaire est faite, elle doit être faite avec un produit GMP ou, alors on va dire, qui est très proche de la fabrication GMP. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous avez quand même là aussi tout un corpus réglementaire qui s'applique. Depuis l'ICHS6, l'ICHM3, et puis toutes les guidelines sur l'utilisation, enfin l'évaluation non clinique des médicaments de thérapie innovante et des vaccins. Donc là aussi, quand même, j'allais dire, vous avez un certain encadrement qui fait que aujourd'hui, avec encore une fois, à l'exception de choses très très particulières comme le gene editing par exemple, le développement tox d'un AAV recombinant, d'un antivirus recombinant ou d'un vaccin ADN, aujourd'hui, ça ne devrait pas poser trop de problèmes parce qu'il y a quand même pas mal de textes réglementaires qui encadrent. Ok, merci beaucoup. Merci. La réglementation en dehors. Mais je crois, enfin bon, juste pour prolonger un peu la discussion, je crois, bon, ça peut paraître compliqué, et c'est vrai qu'il faut vraiment tomber dedans, j'allais dire, pour comprendre tout ça. Euh, Moi, je crois que l'expérience que j'ai tirée des quelques années avec ma casquette de réglementaire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller voir les agences. C'est-à-dire qu'en fait, surtout dans ce domaine-là, c'est-à-dire que bon, quand vous développez un énième biosimilaire ou
un énième paracétamol qui va aller sur le marché. C'est sûr que ça ne passionne pas les évaluateurs des agences. Je peux vous dire que quand vous arrivez avec un médicament de thérapie innovante ou un vaccin Covid ou ce que vous voulez, là vous trouvez un écho favorable du côté des évaluateurs parce que forcément, l'innovation, ça intéresse aussi les agences. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller les voir. Et quand je dis aller les voir, le problème en Europe, c'est que vous en avez 27. Alors qu'aux États-Unis, vous n'en avez qu'une, mais vous pouvez choisir d'aller voir les 27 ou d'aller en voir quelques-unes. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut, quand vous avez des questions claires, il faut vraiment y aller dans un esprit de coopération, et c'est comme ça que les agences écoutent aussi les demandeurs. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bien, écoutez, je vous propose de clôturer cette conférence. Encore merci, Nicolas, pour votre exposé. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours en votre compagnie, pour notre dernier épisode qui sera consacré aux usages thérapeutiques de ces vecteurs viraux. Merci à tous pour votre participation. Nicolas, Eh bien, merci, Charlie. merci encore. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.